Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïs et je suis devenue dev, mais je vais vous faire un sujet qui n'est pas vraiment du code à proprement parler, pas un sujet technique, mais je me suis intéressée à la question du recrutement. Moi, j'ai fait donc un programme où avant j'étais manager à Vancouver dans une agence de développement web. Déjà là-bas, on a pas mal de besoins tech. Et on avait des besoins de recruter. Et quand je suis venue ici et que moi-même, je me suis vraiment spécifiée dans la tech, quand on regarde au niveau des offres d'emploi, souvent à chaque fois, senior dev, senior dev, senior dev. Ok, on fait quoi avec ça? Sachant que dans mon parcours, j'ai étudié en Suède aussi. Et donc parmi mes meilleurs amis aujourd'hui sont tous RH depuis plus de 10 ans dans la tech là-bas. Sachant que Stockholm, c'est un des pôles tech les plus gros européens, avec des transferts en dollars énormes sur les startups, avec le plus grand nombre de licornes par capita. Pour présenter ce sujet, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment un case study, et, avec des heures d'interview donc de Jacob, Elin et Catherine, qui ont plus, donc, comme je disais, de 10 ans d'expérience, qui ont recruté pour la Suède, le Royaume-Uni, pour New York, qui ont donc recruté pour faire de la R&D sur Toyota, Saab, Fat Shark, qui eux sont les créateurs donc jeux vidéo de Warhammer, qui ont beaucoup de difficultés parce que c'est vraiment des techniques très particulières sur le développement de jeux vidéo. Pour eux, dans l'idée, sur Stockholm, il manque à peu près 80 000 personnes. Pour vraiment reprendre leurs mots, eux, il faut qu'ils travaillent avec les écoles pour recruter de nouvelles personnes. Et quand je parle d'école, ils ne parlent pas forcément que d'écoles de personnes qui sortent du bac, on va dire l'équivalent en Suède, mais aussi des personnes avec un profil en reconversion. Je discutais de ça avec Catherine qui disait que si les entreprises, donc if companies only hire senior developers, it will become a serious issue and there is a strategy problem, dans le sens où sur un marché qui est déjà saturé, si on ne cherche que ces profils-là et qu'on ne train, qu'on ne forme pas de nouveaux talents, ça va vraiment être un problème. Et Jacob qui me disait, we are fucked, if we don't have new junior people. Donc Jacob m'a présenté ça. Eux, ils ont dans une de leurs entreprises un Accelerate Program, donc en interne, 6 à 12 mois, sur lesquels ils ont eu un très bon retour d'expérience et où ils sont cherchés. Donc là, ce sont des personnes principalement, on va dire en reconversion, qui ont déjà une expérience derrière. Ce qu'il m'a dit, c'est que ce qui a vraiment fait la différence, c'était pas juste d'avoir quelqu'un et de le former sur un poste avec un senior dev, mais c'est de dire, ok, sur toute la durée, il va suivre différents devs seniors sur différentes périodes, parce que dans l'idée, c'est de construire une équipe où il va certes y avoir des devs seniors qui vont avoir une expertise en tech, mais qu'à travers le recrutement de ces profils-là, plus leur donner une idée globale où ils vont parfois avoir des capacités analytiques développées, parce que forcément, ça va prendre des années avant de connaître toutes les intricacies du code. Et ce qu'il m'expliquait aussi, c'est de pas seulement, donc si on est sur une entreprise qui fait du microservices, de vraiment travailler sur différentes parties du code. Et également, là où ils ont trouvé qu'il y avait un challenge, c'était de donner une forme de crédibilité à ces jeunes devs-là, et que d'avoir des formations dédiées aux compétences communicationnelles et de présentation, ça leur permet de gagner en stature et en confiance en eux, et que quelque part, il y a vraiment un aspect psychologique qui est important. Aussi, quelqu'un a confiance en lui, il prend plus de risques, il prend plus d'initiatives, et c'est important pour la réussite quand on forme des nouvelles personnes. Catherine, ce qui a été ce qui était intéressant dans la discussion que j'ai eue avec elle, c'est qu'ils ont tout un onboarding process qui est assez précis et conséquent. La difficulté que ça a été pour moi, c'est de faire une présentation où on n'est pas juste là pour enfoncer des portes ouvertes, mais d'arriver à voir qu'est-ce que potentiellement eux, ils font différemment, sachant que d'un point de vue managérial, la Suède en général, même le Canada, ils sont bien en avance et c'est très intéressant de se pencher sur comment ils font. Donc elles, ils ont toute une phase de pré-boarding, encore une fois, dans l'idée que la personne soit psychologiquement aussi en se sentant le plus en sécurité et en confiance lorsqu'elle arrive, avec donner quelques idées de la culture d'entreprise,
avec des messages qui sont avenants, un peu easygoing, on est très heureux de vous avoir. Bon, le classique, mais pour avoir été ici en France, c'est pas forcément des choses qu'on a souvent. Dans l'idée de mieux se préparer à quoi s'attendre, par exemple, il me disait, pour les 3 premiers jours, on s'occupe de ton lunch, t'as pas à t'occuper de ça, t'as pas cette charge mentale-là à avoir, tu viens, on s'occupe et on s'occupe de toi. Et ce qu'elle me disait, c'est que you can't expect people to get in and just start working. We need to help them connect the dots. Et ça, souvent, je l'ai vécu moi-même, c'est qu'on arrive et au bout de quelques jours, on te dit, bah tiens, hop, on te donne un sujet. Mais il y a pas vraiment, on ne te guide pas vraiment, c'est débrouille-toi, sachant que forcément, quand on n'a pas l'expérience tech de 10 ans, même si on connaît les choses, ça va être difficile d'arriver sur une code base qui est énorme. Et de mes discussions que j'ai pu avoir, même avec des devs seniors, au bout d'un moment, on se rend plus compte de quelle est la difficulté de commencer depuis zéro quand on arrive. Donc une fois que la personne elle arrive en entreprise, eux ce qu'ils font, donc le classique, ça, donner les informations sur l'entreprise, les produits qu'ils font, les personnes importantes pour qu'elles puissent savoir ok s'il y a une telle ou telle question vers qui se diriger, les différentes plateformes support et plateformes à utiliser, bon ça c'est un peu un classique, et surtout d'arriver à créer du lien et quand on va attitrer un supérieur pédagogique, de ne pas forcément donner un supérieur qui a le plus de compétences tech ou dev ou qui a 20 ans d'expérience. Parfois, il vaut mieux avoir un dev qui est là que depuis 2-3 ans ou qui a moins d'expérience, mais qui a vraiment cette envie d'être dans la pédagogie et d'être dans l'échange. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une interaction quand on commence et d'avoir un dev qui est frustré ou qui dit ah, « mais tu ne comprends pas ça » ou... Et c'est arrivé, je connais plus mal de personnes qui en ce moment même sont en alternance et c'est vraiment dur d'être dans ce genre d'interaction-là. Et on perd énormément en confiance en soi. Et ce que j'ai trouvé de différent, c'est qu'eux, à chaque nouvelle entrée, ils associent 2 personnes. Il y a donc le superviseur pédagogique, on va dire, et tech. Mais aussi, ils ont ce qu'elles appellent un process coach, qui va être un autre qu'un supérieur hiérarchique. Quand on est dans une relation hiérarchique, on n'ose pas forcément parler des problèmes qu'on a. On veut faire ses preuves, on ne veut pas dire qu'on patauge dans la semoule ou qu'on est stressé. Et du fait d'avoir quelqu'un qui, pour peut-être le premier mois, va être là pour discuter, pour s'intéresser, de se dire « Ok, bah, comment ça va, toi Est-ce qu'il y a des choses ? Bah oui, j'ai un peu du mal avec ça. » C'est des choses dont on ne va pas forcément dire à son supérieur hiérarchique. Ensuite, d'un point de vue technique, donc eux, ils ont un programme d'apprentissage des compétences où ils vont vraiment lister l'ensemble détaillé des compétences qu'ils souhaitent avoir pour chaque nouvelle entrée. Et pour chaque compétence, de se dire, OK, on va associer à tel dev, en supposant qu'on ait une équipe qui soit suffisamment conséquente, pour que le poids de former ne repose pas sur une seule personne. Ça peut être aussi tricky quand on a ces missions qu'on doit assurer et de se dire, bon, former une personne, ça peut être conséquent. De pouvoir séparer en fonction de chaque compétence et les diriger vers d'autres personnes, ça a bien fonctionné pour eux. Et ça, je le dis parce que moi, je l'ai vécu. Donner des tâches très claires et précises, qui sont bien détaillées. Quand on a un ticket avec une ligne, c'est pas... Quand on commence, c'est OK. Et avec guidance. Au démarrage, l'idée, c'est de dire, OK, par exemple, pour réaliser ça, va voir dans telle partie du code. Tu peux aller potentiellement, tiens, je t'écris un algo parce que je sais que ça va être compliqué. Pour ça, tu peux utiliser tel algo. Il faut un peu pré-mâcher au début, un peu comme on arrive dans un hôpital, on voit les marches sur lesquelles marcher. On ne va pas marcher à la place, mais pour les premières semaines, vraiment un peu éclaircir et débroussailler tout ça. Et ils m'ont tous mis l'accent sur le fait de ne pas être juste sur former en bah, tiens, prends-moi du code et sois productif, mais de passer un temps assez conséquent sur shadowing différents seniors sur différents services, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour écrire, mais aussi pour voir. Pas juste pour échanger, mais aussi pour écouter. Être là pendant les réunions. Savoir quels sont les challenges techniques qu'un tel ou un tel dev senior peut faire face. Faire des code reviews ensemble, voire de faire des code reviews d'un dev supérieur, donc du peer programming classique. Mais on apprend beaucoup aussi en voyant quel est le processus de lecture du code d'un dev senior. C'est vraiment quelque chose à part. Il y a le code, il y a la technique, mais il y a aussi toute la méthodologie qui souvent on oublie aussi d'apprendre. En fait, moi, quand j'ai un ticket comme ça, voilà comment je m'y prends.
Et ça peut faire vraiment la différence quand on est junior. Ouais, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé, mon idée c'était d'arriver, de vous donner un peu une to-do list, une checklist. Je vous l'ai mise sur tinyurl.com/acheter pour Human Talks-Grenoble. Un peu pour reprendre ces éléments-là, si ça peut vous intéresser. Le mieux, c'est toujours sur ces sujets un peu de social science, c'est d'en discuter, parce que quand on veut rester dans les grandes lignes, c'est difficile de pas enfoncer des portes ouvertes et rester trop général. Mais voilà. Et pour dire, comme il le dirait, tack så mycket.